Bienvenue dans Une semaine dans le monde, l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Claude Guibal, grand reporter au service international de France Inter. Merci d'être avec nous. Également avec nous Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. C'est l'association, on le répète chaque semaine, fondée par Plantu et Kofi Annan au nom de la liberté de la presse et de la défense de l'expression notamment des dessinateurs de presse écrite. Merci d'être avec nous également. Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine, qui nous a amené le dernier numéro qui se décline voilà, avec ces deux couvertures, l'une consacrée au général libyen Khalifa Haftar et l'autre, vous le voyez, Gabon, une victoire. Pourquoi faire ? République démocratique du Congo, un géant sous haute tension. C'est le numéro octobre-novembre. Merci Ziad de les avoir amenés. Et puis Marc Semo, journaliste en charge de la diplomatie au Monde. Merci d'être avec nous. Et d'abord, c'était donc le premier débat de la droite et du centre hier. Premier débat des premières primaires jamais organisées à droite. Autant dire qu'ils ont essuyé les plâtres, ces 7 candidats, sous nos yeux, ébahis, et ceux de plus de 5,5 millions de téléspectateurs. C'est mieux que le premier débat du Parti socialiste il y a 5 ans. Ça promet, il y a lui-même une forte participation. Ce qui est sûr, c'est que l'exercice des primaires a trouvé son audience en France, que ce soit celle de droite et puis celle qui va arriver, celle de gauche, dont on ne sait pas encore qui sera candidat dans cette primaire. Non, je crois que les Français aiment bien, ils ont besoin d'entendre les gens se confronter. Je pense qu'il y a une vraie curiosité sur le fond politique, et puis il ne faut pas aussi négliger la curiosité. On avait tellement annoncé un combat fratricide, un massacre en direct, un écharpage généralisé. Je pense qu'il y avait aussi une part, même moi, j'ai regardé un peu pour ça, puis j'ai zappé quand j'ai trouvé que ça commençait à patauger dans la semoule. Je pense qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu musclé. Voilà, on a juste été un peu déçus de voir quelque chose de très conventionnel, de très encadré. Très statique. Très statique, chacun à son tour, très difficile de se retourner. Bon, je ne sais pas, peut-être que... À 7, c'est pas évident. Oui, puis c'est les négociations. Oui, puis alors il n'y a pas eu de débat. Enfin, ça n'avait de débat que le nom, finalement. C'était une juxtaposition de questions et de programmes. On s'est un peu interpellé à un moment. Il y avait d'autant moins de débats que quand même, ce qui est quand même frappant, c'est à quel point les 7, sur l'essentiel, étaient quand même plus ou moins d'accord. D'ailleurs, ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord, c'est-à-dire la fiscalité 35 heures, on a du mal, et quand je parlais des yeux ébahis, c'était plutôt les paupières lourdes par moment, à comprendre concrètement ce qui les différenciait. Il y avait vraiment parfois des discussions de membres de la Cour des comptes. Absolument, très... Si moi je disais une dernière chose, c'est je pense que les gens ont besoin de souffle en ce moment. Ils ont besoin d'une ambition, qu'on les projette dans une France de demain. Et hier, il y avait beaucoup de ratiocinage sur des questions, un débat permanent qui tourne autour des mêmes choses, et ça manquait un peu de souffle, et c'est pour ça qu'on disait hors plateau. Oui, alors ceux qui ont tenté d'élever le débat Bruno Le Maire, mais du coup c'était un peu hors sol par moment. C'était très abstrait. Même quand ils ont justement tenté d'élever le débat. Et c'est vrai qu'on rêve dans une logique très vieille, finalement. Alors, on a surnommé Fillon le Thatcher de la Sarthe, mais bon, il n'était pas le seul, parce que bon, il y avait effectivement Juppé, Fillon, qui était bon pour une politique de l'offre assez. Alors classique. justement, on va revenir au contenu des interventions. On va peut-être justement voir l'illustration en image. Ça va nous donner des idées. Le débat avec des dessins, vous avez tout à fait raison. On commence par ce premier dessin de Goutal pour Mediapart, un dessinateur français. Voilà, un dessin parodique qui s'appuie sur le fameux western Les 7 mercenaires. Voilà, on a les 7, la brochette des 7. J'aime bien, alors, c'est le petit poisson. Il faut zoomer, parce qu'on a la mine taciturne de Juppé qui rappelle aussi celle de Fillon, les vieux de la vieille. Ensuite, on a un Sarkozy qui est carrément hors cadre, tout est dit. Et puis alors, pour Jean-Frédéric Poisson, Goutal ne s'est pas foulé, mais en même temps, il a eu raison, parce que le dessin est encore plus drôle comme ça. Cet autre dessin de Millon pour Millon Cartoons, autre dessinateur français, Primaire, Juppé et la Messe. Alors là, on a un focus donc sur les 4 candidats. On a un Fillon qui invective et qui critique et qui torpille Hollande en citant son bouquin. Poutine ne vient pas, ça m'évitera de me taper une messe orthodoxe. Ça se dit pas. On a un Sarkozy qui est complètement tendu sur son pupitre. On l'a vu hier, il était le seul à transpirer, alors que les autres étaient quand même plutôt sereins. Juppé qui prend ça de haut. Bon, ça c'est de la messe. Le pied, on me fout la paix pendant 3 heures. Et puis le maire qui ponctue au moins, mais qui apporte pas grand-chose de débat. On parlait aussi du duel tant attendu. Cet autre dessin de Goutal, toujours pour Mediapart. Sondage, le principe des nazes communicants. Quand je monte, je descends, dit Juppé. Si tu montes, je te descends, dit Sarkozy. C'était un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir sur certaines interventions. Et puis alors un dessin complètement décalé de JO qu'on aime beaucoup pour le progrès social.
un patient et son médecin, gastro, en plus des nausées, je n'arrête pas d'aller aux toilettes. Vous avez suivi le débat des primaires ? Voilà, je voulais terminer sur une petite touche un petit peu... Oui, c'était visiblement apprécié. Juste un sondage peut-être, sondage Sofres LCI pour le Figaro et Public Sénat, vous allez le voir. Donc après ce débat, finalement ça n'inverse pas vraiment la hiérarchie, Alain Juppé très nettement en tête, et là c'est pour savoir qui a remporté le débat et non pas les intentions de vote à la primaire. Alors c'est intéressant parce qu'on pensait que les petits seraient enfin traités à parité avec les gros et que ça allait permettre d'une certaine manière à chacun de se faire un jugement. On se retrouve avec quasiment la décalque des sondages d'intention de vote qui étaient sortis le jour du débat et avant le débat. Claude Guibal, est-ce que ça veut dire que les gens n'ont pas réellement regardé ou écouté, ou qu'il y a un certain déterminisme finalement chez le téléspectateur ? J'imagine qu'il y avait quand même un peu de déterminisme. Bien sûr, ce qu'on a regardé, c'était l'éventuel duel Sarkozy-Juppé. Maintenant, dans ce que j'ai entendu autour de moi, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont été étonnées par la performance de Poisson, par exemple, qu'on ne connaissait pas. Moi, je dois avouer que jusqu'à hier, je ne savais quasiment pas de qui il s'agissait. 2% dans le sondage. Voilà, il arrive avant, il ferme la marche, alors pourtant tout le monde l'a trouvé effectivement pas mal. Le profil a pu surprendre, et je pense que comme lui n'avait aucun enjeu comparé aux autres, il a peut-être pu faire preuve d'un peu plus de naturel. On a senti beaucoup de crispation, en tout cas, dans ce débat. Effectivement, c'était un peu ennuyeux, un peu complacé. En même temps, on a parlé contenu, ce qui n'est pas forcément le cas depuis le début de cette campagne. Est-ce que, d'après vous, ça change la donne, Marc Sebot ? Disons, ça change, je pense, peut-être la donne au niveau des seconds. Voilà, parce ça redistribue un peu les cartes entre Fillon et Le Maire notamment, qui étaient roue dans roue. Parce que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé restent les favoris, donc Alain Juppé est loin devant. En plus, dans tout le débat, il avait quand même une espèce d'aisance, une espèce de hauteur. Il incarnait. Oui, enfin, de là, est-ce que 36% trouvent qu'il a dominé qu'il ait maîtrisé sa performance, ce qui me semble, c'est plutôt c'est vrai, enfin, de ce que j'ai perçu. Ce qui était très frappant, c'était à quel point Nicolas Sarkozy était tendu. Semblait manifestement ne pas supporter d'être mis, lui, l'ancien président, ce qu'on peut comprendre. Au milieu de ses ministres. Au niveau de tous les autres. Il avait un côté dévoré par l'éthique grimaçant. Pourtant, il a eu la place du centre. Oui, il a eu la meilleure place. Presque le Louis de Funès. Donc, voilà. Mais ce qui s'est joué, c'est justement pour après. Et par exemple, Jean-Frédéric Poisson, alors effectivement, là, il n'est pas... a quand même montré une réelle présence, avait des assemblées d'arguments, notamment sur la question économique très chrétien-démocrate traditionnelle. Et c'est, je pense, gagné un poste de ministre ou de secrétaire d'État. Ce qui était sans doute dans la structure qu'on avait équilibrée. Ça va être terriblement long quand même, parce que il y a encore 2 débats. Là, on n'en peut plus déjà après le premier débat et quelques semaines de campagne. Donc ils vont de nouveau s'écharper dans les journaux maintenant qu'ils peuvent plus faire à la télé. Il faut attendre fin novembre. Quand je pense que l'actualité va être, heureusement que Nicolas Hollande, François Hollande fait des livres de temps en temps pour mettre le feu. Mais c'est dingue. Ce processus-là est quand même poussé à son extrême. Je crois qu'il y a un deuxième. Il y en a 2 encore. 2 débats. On va se flinguer. On nous avait dit qu'Copé va renverser la table. C'est vrai qu'il a commencé assez fort en attaquant Sarkozy et puis plus grand-chose après. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains débats justement à ce que certains essayent de bousculer le jeu ? La question est claire. Qui va gagner ? Est-ce que Sarko a la capacité de récupérer les 8 à 10 points de retard qu'il a ? Est-ce que c'est possible ? Hors plateau, on disait qu'il était plombé. Enfin, moi, je le pense. Parce qu'il n'a pas ce côté... il n'arrive pas à générer ce côté gagnant que Juppé porte sur lui, même sans rien faire. C'est-à-dire, c'est terrible cette dynamique pour Sarkozy, puisqu'il faut qu'il fasse 3 fois plus d'efforts, alors que l'autre, il suffit qu'il dise 2 phrases avec un air un peu Mitterrand-dogolien et ça passe. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas aveuglé par les sondages ? Vous le voyez d'ailleurs, quand on demande aux gens qui a dominé, finalement, on retrouve exactement l'ordre des sondages. Est-ce que réellement Bruno Le Maire a fait la 3e ou 4e meilleure performance hier, alors que de l'avis de tous les observateurs, il est quand même très décevant. Absolument. Mais... ça, c'est vrai qu'il y a probablement l'influence. Et même Nicolas Sarkozy, tout le monde l'a trouvé assez nerveux, c'est vrai, chez les observateurs. Plus que nerveux. Et il fait 22% de... Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que, justement, Alain Juppé a quand même largement été le plus à l'aise, celui qui... et pourtant, il est le plus à perdre. Qui avait le plus à perdre, absolument, mais qui manifestement était le plus à l'aise et qui est amplement dominé le débat.
En tout cas, les prétendants de l'opposition fourbissent leurs armes alors que l'actuel locataire de l'Élysée lui paraît plus isolé que jamais. François Hollande pensait poser cette semaine sans doute un jalon décisif dans son opération reconquête en vue d'un deuxième mandat. Cette interview à l'Obs en forme de quasi-déclaration de candidature. Oui, mais voilà, comme rien n'est jamais simple avec la communication du président normal, il a fallu que paraisse au même moment un livre en forme de bombe, les propos sans filtre du président rapportés par 2 journalistes du Monde. Un président ne devrait pas dire ça, tout est dans le titre. Jugez plutôt des attaques ad hominem contre Nicolas Sarkozy, ça c'est du classique. Celle moins classique contre des footballeurs de l'équipe de France, en passant par Notre-Dame-des-Landes qui ne verra pas le jour malgré le référendum favorable, ou encore le trop d'immigration qui ne devrait pas être là et l'islam qui pose problème. Ça fait beaucoup pour aspirer à être le candidat de la gauche à la présidentielle, mais c'est surtout la sortie sur les juges taxés de lâcheté qui provoque la rupture. Écoutez quelques-unes des réactions. Notre comportement aux uns et aux autres doit être digne et doit être à la hauteur de ce que les concitoyens attendent de la part de ceux qui gouvernent. Il faut de la dignité, il faut de la pudeur, il faut de la hauteur de vue. Se confier à ce point à tant de journalistes, il y a de quoi être étonné. Je pense qu'il aurait été plus juste d'écrire un livre, mais pas de se confier à tant de journalistes. Le président de la République n'a pas atténué le sentiment que la magistrature en général et les magistrats en particulier ont ressenti face à une nouvelle humiliation. Claude Guibal, il s'est définitivement grillé, François Hollande. Alors, moi, je ne sais pas si c'est définitivement grillé, mais en tout cas, ce à quoi ça ressemble, c'est vraiment un suicide, en tout cas. C'est ce que reprend d'ailleurs la presse étrangère. C'est ce qui est effectivement dit là, ce matin dans tous les journaux, dans toute la presse internationale, qui se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Presse internationale qui remarque aussi cet après-midi comment, à l'intérieur même du Parti socialiste, eh bien, le roi est lâché. Et que chacun aujourd'hui se met en rang pour la suite. Et effectivement, ce timing, cette séquence politique, elle est absolument inédite, elle est assez fascinante à observer. Mais en même temps, ce livre, il y avait déjà les précédents, Conversations privées, qui étaient sortis, où déjà on voyait ce que Michel Schneider avait appelé dans Le Point un spectateur désengagé. C'est-à-dire quelqu'un, et ça on connaissait François Hollande depuis longtemps, ça a toujours été un très fin commentateur, un très fin analyste de la vie politique, mais justement quand on est président, et de surcroît quand on est président encore en fonction, on ne fait pas des choses comme ça. Et le vrai mystère est comment se fait-il qu'il ait accepté d'abord de se confier en roue libre, avec y compris des secrets d'État. Oui. C'est-à-dire, il donne aux 2 journalistes, mes 2 collègues du Monde, ce que vont être les plans pour frapper la Syrie au moment où les avions avaient les moteurs déjà chauds et on n'attendait plus que les États-Unis pour, en 2013, après l'utilisation de l'arme chimique, lancer des frappes sur la base. Donc, c'est quelque chose de totalement inconcevable, avec en plus, et ce qui est peut-être le plus terrible, qui déjà sortait dans le livre précédent et encore dans celui-là, un homme qui, finalement, donc, fait ses commentaires, mais n'a absolument pas le sens de l'histoire, le sens de sa mission, et même le sens de ses intérêts partisans. Parce que le sens de ses intérêts partisans, c'est quelque chose que l'on fait après. On fait des mémoires, qui peuvent être très drôles, et Hollande a beaucoup d'humour. Mais comment se fait-il qu'il ait accepté que ce livre sorte alors qu'il était encore en fonction ? D'où cette idée que c'est une espèce de suicide, une idée que finalement il ne va pas se représenter. Juste, Ziad, je vais vous faire réagir, mais le quotidien russe en ligne, proche du Kremlin, Vzgliad, pour lui, le livre présente au monde un tout autre visage du président de la France, non pas l'eurosocialiste progressif et politiquement correct qui se bat pour les libertés des minorités opprimées, mais un petit bourgeois ordinaire, bardé de la panoplie complète des stéréotypes xénophobes et racistes. Bon, ça, c'est le règlement de compte Poutine-Hollande. C'est d'ailleurs un des sous-textes de cette histoire, c'est que c'est pas un livre qui n'est lu qu'à Paris par un petit milieu germano-pratin qui va s'avaler 622 pages ou 23 ou 30 de confidences. C'est que c'est lu par le monde entier, c'est lu par des décideurs, c'est traduit par les agences, par aux États-Unis, en Russie, etc. Donc il y a quand même un impact. Non, il y a un mystère Hollande. C'est-à-dire qu'on peut penser au début que c'est pas de chance, pas de bol, comme il le dit lui-même, qu'il y a eu de la maladresse. Mais quand on regarde sur les 5 ans, c'est pas la première fois qu'il s'auto-détruit, que ce soit l'affaire Trierweiler, que ce soit... Enfin, je veux dire, il y a une proportion, c'est cet homme, au moment où il rebondit, au moment où il prend de l'élan, il lui arrive un truc qu'il a lui-même provoqué. C'est un refus de sauter l'obstacle comme DSK en 2011, c'est ce que dit l'Obs, c'est ce que dit Serge Raffi dans l'Obs. J'ai peur des analyses
postérieure aux événements. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir ce qu'il a dans la tête, même inconsciemment. Ce que je remarque, c'est qu'il est au-delà de la normalité. Il se dit normal dans son comportement et en fait, il se comporte de manière très particulière. C'est-à-dire, même nous, je pense que si moi je faisais un livre sur moi-même, j'oserais pas. Enfin, je sais pas. Il y a un moment où on se dit que ça va exploser et qu'il faut se protéger. Cet homme ne se protège pas et il incarne quelque chose de très particulier qu'on n'a jamais vu. Ça reste mystérieux. On regarde ça. Mais il est tout parce qu'il raconte aussi sa propre vie privée. Il parle de Valérie Trierweiler comme de Julie Gaillet. Qui était quand même une ligne rouge jusqu'alors avec les journalistes. Hein. Elle n'a pas hésité non plus à se rappeler à son bon souvenir deux jours avant avec les Cendants. Donc c'est quand même tout ça. Le pire, le pire, c'est que les Français, ils ont quand même. Je veux pas faire l'analyse politique à deux francs, mais la France a d'autres problèmes que de savoir si François Hollande déballe sa vie ou pas. Et savoir s'il a plus de 60 heures à consacrer à une équipe de 2 journalistes parmi d'autres. La coexistence de tous ces événements, le bouquin de Hollande, une primaire à droite où il se passe rien, une primaire écolo où on les a même pas vus tellement c'était discret. Et les gens, ils ont une demande là, ils ont une demande de changement, de nouveau, de projet, d'ambition, de leur dire comment on va sortir de ce marasme. Et on a une société politique qui tourne en rond entre ces bouquins. C'est très particulier. Laure, on imagine pas mal d'illustrations. Et puis on évoquera aussi, peut-être vous l'avez en dessin, le conflit, la crise diplomatique avec la Russie qu'on évoquera en deuxième partie également. Oui, tout à fait. Un premier dessin de Gillot, toujours pour le progrès social. On parlait de suicide politique. Je ne sais pas si c'en est un. En tout cas, ce livre en précipitera sans doute sa chute. Hollande peut-il encore gagner ? Il est au bord du suicide. Mais effectivement, c'est surtout la crise Paris-Moscou qui a retenu l'attention des dessinateurs cette semaine. Il faut dire que le piège s'est là aussi un petit peu refermé sur Hollande avec ce projet de visite la semaine prochaine de Poutine. Vodka, niet, dit-il. L'Élysée, on le sait, avait prévenu qu'il n'y aurait pas de mondanité et que c'était la Syrie qui allait être au cœur des discussions. Puisque c'est comme ça, Poutine, lui, il a pris les devants et c'est lui qui a donc décidé de ne pas venir et d'attendre que la France soit un peu plus à l'aise pour. Donc vraiment, le piège s'est un peu refermé sur Hollande. Donc après la vodka, de l'Estre, dessinateur français pour l'Est républicain, qui tente les pastilles pour la toux. On cause, niet, dit toujours l'autre, pastilles pour la toux. Cet autre dessin de Millon pour Millon Cartoons, Hollande-Poutine. La visite n'aura pas lieu. Alors j'ai dit que je voulais pas qu'il vienne, dit Hollande. Non, c'est moi qui ai dit que je voulais pas venir, rétorque Poutine. Bref, tout ça pour dire que cet autre dessin, ce dernier dessin de Goutal pour Mediapart, Poutine ne viendra pas en France, mais une annexion me tente assez, se dit-il. Alors j'entendais ce matin sur la radio que les Russes commençaient à parler de Troisième Guerre mondiale. Entre l'annexion de la France par Poutine et la Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas ce qui est pire. Écoutez, on en reparlera justement dans la deuxième partie d'une semaine dans le monde. C'est dans un instant. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.